Bonjour à tous. Merci d'être venus à cette conférence qui s'intitule « L'IA est-elle le nouveau nom de Terminator ?» Et je remercie évidemment les organisateurs du KIC Festival de m'avoir invité pour parler de ce sujet. J'espère que certains d'entre vous aiment le cinéma, ou en tout cas vous avez peut-être lu les récentes critiques du cinéma qui annoncent le nouveau retour de Terminator, nouveau film Terminator. Parmi les nouveaux films que l'on voit aussi aujourd'hui, on entend parler du nouveau Matrix. C'est amusant de se rendre compte que ces films, qui pour nous datent déjà un petit peu, reviennent. Ils sont en fait l'illustration que la technologie évolue et surtout que l'intelligence artificielle revient sur le devant de la scène. Car quel est le sujet de Terminator ? C'est évidemment un robot qui vient assassiner Sarah Connor, car effectivement, l'humanité entière est en guerre contre l'intelligence artificielle qui s'appelle, dans le film, Skynet. Matrix, situation similaire. L'humanité est en guerre contre l'intelligence artificielle, les machines, pour le dire plus globalement. Nous avons donc présent dans notre imaginaire cette idée que l'intelligence artificielle représente un danger pour notre humanité. Donc, par cette question, l'intelligence artificielle est-elle le nouveau nom de Terminator ? Je voudrais vous inviter à penser à une des applications possibles de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas la seule qui soit possible, c'est l'une des questions que l'on peut se poser quand on utilise l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle peut être utile à la guerre ? Est-ce que l'intelligence artificielle va bientôt être véritablement un robot de guerre, permettre un robot de guerre. Eh bien, cette application militaire, c'est ce petit point que je voudrais voir avec vous aujourd'hui. Donc, le contexte de la guerre. Vous êtes ici dans une conférence de philosophie. Je m'appelle Marie-Déneige Ruffo, je suis enseignante en philosophie à l'université de Namur et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Itinéraire d'un robot tueur ». Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ou ne pas faire avec une machine à la guerre ? Voilà le sujet de ma recherche en général. Pour ceux qui auraient lu le livre, je vais parler de quelque chose de différent. Et donc, pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, vous avez encore l'occasion de découvrir quelque chose supplémentaire après. Qu'est-il permis de faire ou de ne pas faire à la guerre, avec ou sans des robots ? Ces questions-là se posent dans le domaine qu'on appelle l'éthique militaire. Car oui, il existe quelque chose qu'on appelle l'éthique militaire. Très souvent, on se dit, mais finalement à la guerre, tout est permis, ou plutôt, personne ne s'encombre de la morale. Eh bien, si, il existe des règles. Tout n'est pas permis à la guerre. Tout le moins, tout ce qui aura été fait contre ces règles sera puni après la guerre. Effectivement, en temps de guerre, nous n'avons pas la possibilité d'organiser un tribunal. Je parle de tribunaux, ça signifie qu'il y a bien non seulement des règles éthiques pendant la guerre, mais aussi des règles juridiques qui encadrent la guerre. Je ne vais pas vous donner un cours de droit, ce n'est pas ma spécialité, mais je vais au moins vous citer quelques petites choses qui existent pour encadrer la guerre, donc à la fois un cadre juridique et un cadre éthique. Que trouve-t-on dans le cadre juridique pour la guerre ? Il existe ce qu'on appelle le DIH. Le DIH, c'est le droit international humanitaire. Vous retrouvez beaucoup de choses dans ce droit international humanitaire, des choses qu'en fait vous connaissez déjà, dont vous avez déjà entendu parler. Les conventions de Genève, la plupart d'entre vous les connaissent, ou en tous les cas savent qu'elles existent. Elles protègent les membres de la Croix-Rouge, les personnes blessées. On interdit aux soldats de tuer délibérément des civils. Pendant la guerre, un civil est, en théorie, protégé contre une attaque volontaire.
C'est d'ailleurs ce qui fait la différence avec les terroristes. Un terroriste va délibérément, volontairement, viser des civils pour instaurer la peur. Ce type de moyen de combattre, eh bien, c'est un moyen terroriste. Il va contre le droit, contre ces règles éthiques et juridiques qui encadrent logiquement la guerre. Et donc, cela relève du droit, il y aura des pénalités, il y aura tout un arsenal pour essayer d'empêcher, de faire en sorte que ces actes soient condamnés. Donc, cadre juridique et éthique, Convention de Genève, d'autres choses existent également, les droits de l'homme aussi, vous pouvez les invoquer. Suivant les pays auxquels les soldats appartiennent, vous avez différentes contraintes légales. Par exemple, le droit français, en droit français, un militaire, est obligé d'être responsable de ses actes. Qu'est-ce que ça veut dire? Si un officier me demande à moi, soldat français, ça s'applique aussi en Belgique, soldat français, de commettre un crime contre l'humanité, j'ai le devoir de désobéir. Oui, oui, même un soldat, même un militaire peut désobéir et il le doit. Éthiquement d'abord, et puis, bien entendu, juridiquement, c'est prévu. Donc voilà, il existe un cadre juridique, je n'entre pas plus dans le détail. Vous avez aussi un cadre plus éthique. Alors, quelle est la différence entre le cadre éthique et le cadre de droit? L'éthique est plus large, plus exigeante que le droit, mais toujours elle inspire le droit. Le droit obéit à un certain nombre de contraintes internes, il ne doit pas, il doit être très formalisé. L'éthique, elle, peut être donc plus large. Et donc l'éthique inspire le droit. Parmi les traditions éthiques qui encadrent la guerre, vous avez ce qu'on appelle la théorie de la guerre juste. Ce sont des mots qu'on utilise et qui peuvent être choquants quand on ne connaît pas le vocabulaire. Guerre juste, qu'est-ce que c'est qu'une guerre juste? Eh bien, on parle de guerre en fait justifiée. Pensez au cas de la Belgique qui s'est faite envahir lors de la Première Guerre mondiale par l'Allemagne. Est-ce que la Belgique avait le droit de se défendre d'une attaque? Bien entendu. Donc, se défendre d'une attaque, c'est légitime. C'est ce qu'on appelle dans notre vocabulaire de philosophe la guerre juste. Donc, ne pas confondre une guerre légitime et ce que vous pourriez penser être une guerre juste. Je n'entrerai pas dans le détail de ces traditions. Sachez qu'elles se divisent entre le jus ad bellum, ce qu'on a le droit de faire avant la guerre, les conditions dans lesquelles on déclenche une guerre, le jus in bello, ce qu'on a le droit ou pas de faire pendant la guerre, et le jus post bellum, c'est-à-dire ce qu'on a le droit de faire après la guerre, les conditions de paix que l'on peut exiger de l'adversaire. Je vais me concentrer plutôt sur le jus in bello, ce que l'on peut faire, le droit, pendant la guerre. Car il y a là deux grands principes, ce ne sont pas les seuls, mais ce sont les deux qui vont nous intéresser ici, à savoir ce qu'on appelle la discrimination et la proportionnalité. Qu'est-ce que c'est que la discrimination pour un vocabulaire philosophique? La discrimination, c'est le fait de distinguer entre une cible civile qu'on doit protéger et une cible militaire qu'on a le droit d'attaquer. Et on a le droit de l'attaquer à condition, deuxième principe, de respecter la proportionnalité. Qu'est-ce que c'est que la proportionnalité? Qu'est-ce que c'est que la proportionnalité? C'est le fait que la force que je vais déployer est proportionnelle, mesurée à l'objectif que je veux atteindre. Grosso modo, toute proportion gardée, je ne vais pas utiliser une bombe atomique pour écraser une mouche. Ça, c'est antiproportionnel. Bien sûr, vous ramenez ça à la théorie de la guerre. Donc, pour m'emparer d'un terroriste, pour le capturer, je ne vais pas raser complètement toute la ville. D'autant qu'il y aurait des civils à l'intérieur. Donc, proportionnalité, autrement dit, mesure de ma force. Car en toutes circonstances, un militaire,
on lui demande, on exige de lui qu'il soit maître de la force qu'on lui a confiée. Il doit en être maître. S'il n'en est pas le maître, c'est à ce moment-là qu'arrive la violence. Il ne faut pas confondre l'usage de la force avec la violence. Il n'y a violence qu'à partir du moment où vous franchissez des limites. L'usage de la force, maîtrisé en respect de ses principes, est un usage totalement légitime. Voilà pour le cadre éthique. Il existe donc un cadre éthique de la guerre. Si on utilise l'intelligence artificielle pour faire la guerre, pour créer des robots tueurs, des Terminators, il est évident que cette intelligence artificielle devra respecter ces principes dont je viens de vous parler. Je ne suis pas entrée dans les détails, mais je vous ai dit au moins qu'ils existaient. Mais finalement, quand on parle d'intelligence artificielle, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, avant cet instant, d'intelligence artificielle? Levez la main pour ceux pour qui c'est le cas. Merci. À présent, levez la main ceux qui comprennent ce que c'est que l'intelligence artificielle. Il y avait un piège. Il y avait un piège. À l'intérieur de l'intelligence artificielle, personne ne sait comment ça fonctionne. Donc ceux qui ont levé la main, excusez-moi de vous le dire, mais ça ne fonctionne pas pleinement. Il y a à l'intérieur de l'intelligence artificielle ce qu'on appelle la black box. Vous pouvez avoir accès aux données que vous fournissez à la machine, vous pouvez comprendre à peu près le résultat qu'elle donne, mais dans une certaine mesure, la façon dont la machine a produit son résultat, on n'est plus capable de l'expliquer. Donc c'était un piège, la deuxième question que je vous ai posée. Très souvent, on confond l'intelligence artificielle avec d'autres techniques. Quand on parle de robots tueurs, en fait, on peut créer des robots qui tuent très bêtement. On peut créer des robots sans aucune intelligence. Et d'ailleurs, c'est plus facile. Une mine, par exemple, une mine terrestre, c'est très bête. Vous appuyez dessus, pouf, c'est très bête. Aucune intelligence derrière. C'est ce qu'on appelle de l'automatique. L'automatique. Et donc il faut bien avoir cette distinction en tête entre l'automatique et ce qu'on appelle l'autonomie. L'autonomie, ça n'a rien à voir avec ce que nous, philosophes, entendons dans l'autonomie, auto, nomos, se donner à soi-même sa loi, avoir une volonté libre. Ça n'a rien à voir dans une machine. L'autonomie, c'est ce qu'une machine fait sans que vous ayez besoin d'intervenir. C'est tout. L'autonomie de la batterie de votre smartphone, c'est le temps où elle fonctionnera sans que vous ayez besoin de la recharger. Donc l'autonomie est toujours relative à une tâche en particulier. Une tâche en particulier. Ce qui m'intéresse en tant que philosophe qui travaille sur l'éthique, c'est l'autonomie du tir. C'est le moment où la machine va décider de tirer seule. Ça veut dire que vous, humains, vous ne déciderez plus qui sont les gentils et les méchants. C'est la machine, à l'intérieur de sa black box, donc on ne comprendra pas, qui décidera qui sont les gentils, qui sont les méchants, et à quel moment elle tire. Donc il y a là une ligne rouge à ne pas franchir. Ligne rouge à ne pas franchir, donc dans l'emploi de l'autonomie. On peut atteindre l'autonomie sans avoir affaire à l'intelligence artificielle. On peut construire un programme informatique qui ne fasse pas appel à l'intelligence artificielle pour créer des robots tueurs. Donc quel serait spécifiquement l'usage de l'intelligence artificielle pour créer un robot tueur ou, si vous voulez le terme technique, pour créer un SALA. Un SALA, S-A-L-A, c'est un acronyme qui veut dire Système d'armes létales autonomes. C'est différent d'un drone. Un drone, vous avez tous vu ça déjà dans des films américains, un drone, d'abord, ça vole forcément. Un SALA, pas forcément, ça peut être un robot terrestre. Donc un drone, on peut lui rajouter de l'autonomie, on peut lui rajouter
l'autonomie du tir, et il deviendrait un drone qui est aussi un SALA, mais en soi, vous pouvez très bien avoir des robots qui sont des SALA sans être des drones. Donc ne pas confondre drone et SALA. L'intelligence artificielle, elle serait plus large encore que, donc son emploi serait plus large qu'à l'intérieur d'un drone donc, et des robots. Vous aurez son usage évidemment à l'intérieur de traitement des données. Par exemple, je vous ai dit en introduction, Terminator, il y avait une intelligence artificielle qui luttait contre l'humanité. Vous rappelez-vous de son nom? Skynet. Eh bien, figurez-vous que la NSA, vous connaissez cette agence américaine de sécurité, la NSA a beaucoup d'humour. Elle a créé un programme qui s'appelle effectivement Skynet. Un programme qui n'est pas encore de l'intelligence artificielle, mais qui permet à un ordinateur, sur la base simplement de ce qu'on appelle le big data, de déterminer si vous avez là un terroriste ou pas. Comment est-ce que ça fonctionne? Tout simplement, vous avez ce qu'on appelle un pattern, un modèle. Si vous avez un numéro de téléphone, mais vous ne l'utilisez jamais pour appeler, mais vous recevez des appels, vous ne bougez pas beaucoup, vous ne postez rien sur Facebook, vous avez un pattern qui ressemble à celui d'un terroriste. Vous avez une vie de terroriste. Je vous invite à cet instant à penser à votre grand-mère et à vous demander si elle ne serait pas elle-même incluse dans ce pattern. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on demande à la machine, quand on programme des algorithmes, quand on va entraîner l'intelligence artificielle, on va lui fournir des modèles et on n'est pas certain de ce qu'elle va retenir. Il faudrait avoir un apprentissage supervisé, c'est une technique qui existe. On n'est pas certain de ce que la machine va retenir comme critère pour arriver à faire ce qu'on lui a demandé. Et ça, c'est une limite éthique vraiment centrale. Si je ne suis pas maître de la décision de la machine risque fort de faire des erreurs. Par exemple, Skynet, sans forcément viser votre grand-mère, a effectivement fait une erreur. Skynet a distingué un journaliste d'Al Jazeera comme étant un terroriste. Pourquoi? Eh bien parce que ce journaliste appelait, dans le cadre de son travail, des personnes en lien avec des terroristes. Le problème n'est peut-être pas profondément là. Le problème n'est pas que Skynet ait fait ce qu'on appelle un faux positif et identifié le journaliste d'Al Jazeera comme un terroriste. Le problème, c'est que le cas du journaliste a été présenté par un humain comme un succès. Et le problème est peut-être là. Si je fais trop confiance à la machine, au point de considérer qu'un journaliste, si la machine me dit qu'il est terroriste, je crois la machine, plutôt que de voir là un faux positif, en fait, j'ai délégué tout pouvoir de décision à la machine, j'ai délégué tout pouvoir de réflexion à la machine. J'ai cru, moi humain, que j'avais créé quelque chose de plus performant que moi. Or, ce n'est pas le cas. Je nourris la machine avec des données humaines. Donc la machine est aussi peu fiable que nous. La machine va avaler, si vous voulez, mes biais, ce qu'on appelle mes biais cognitifs. La machine va se tromper de la façon dont je le lui aurais enseigné. Donc, je ne dois pas rendre la machine entièrement autonome. Je dois surtout, dans le cas de la guerre, m'assurer qu'il y aura une vérification de l'humain avant de certifier une cible. Je dois m'assurer que je n'ai pas là un civil. Je dois m'assurer qu'il y a là véritablement un ennemi. Je dois m'assurer que je peux me baser, dans une certaine mesure, sur les données qui m'ont été données. Je vous ai dit que Skynet n'était pas encore tout à fait l'intelligence artificielle. Il existe un certain nombre de techniques qu'on englobe sous le terme intelligence artificielle, ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage par renforcement. En fait, pourquoi est-ce qu'on englobe toutes ces techniques
différentes de programmation de la machine sous un seul nom. Parce que souvent, on utilise plusieurs techniques à la fois. On utilise plusieurs techniques d'apprentissage pour créer des logiciels. C'est pour ça que parfois, quand on parle, ça nous semble un petit peu flou. Ça nous semble un petit peu flou. Donc une première limite infranchissable pour le respect de l'éthique, et en particulier à la guerre, c'est bien de ne pas faire aveuglément confiance à la machine. C'est bien de s'assurer d'abord que les données qu'on lui donne sont exactes, ce qui n'est pas toujours le cas. Ensuite, qu'elles sont traitées correctement. Prenez la reconnaissance d'images, par exemple. Si vous prenez une reconnaissance d'image qui demandait de reconnaître une certaine sorte de poisson, eh bien l'intelligence artificielle avait réussi à reconnaître correctement un certain nombre de fois ce poisson. Fort heureusement, il existe aujourd'hui des systèmes qui permettent de demander à l'intelligence artificielle d'indiquer sur l'image quels sont les points qu'elle a considérés comme pertinents pour reconnaître le poisson. Et donc, en regardant à l'intérieur, si vous voulez, du raisonnement de l'intelligence artificielle, les chercheurs se sont rendus compte que la machine identifiait des doigts humains. Qu'est-ce que des doigts humains viennent faire sur un poisson ? Bien que la plupart des photos du poisson qui étaient accessibles à l'apprentissage de la machine représentaient des trophées. Vous savez, c'est le pêcheur qui tient son poisson et qui est extrêmement fier de tenir son poisson. Donc la machine a reconnu un point commun majoritaire dans toutes ces photos, les doigts du pêcheur. Qu'est-ce que ça nous apprend ? Que la machine apprend très bêtement, en fait. Et donc, quand on pense à une intelligence artificielle, il ne faut pas nous dire, il ne faut pas vous dire, c'est une intelligence équivalente à la mienne. Non, non. Elle trouve des solutions, mais ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel vous pouvez vous baser de façon aveugle, surtout pas. D'autant plus que, à l'intérieur de son raisonnement, le plus souvent, c'est un raisonnement opaque. Donc il vous faut faire usage plus que jamais de votre capacité critique, surtout à la guerre. Surtout à la guerre. Autrement, le respect de l'éthique disparaîtrait. Si on se cache derrière les erreurs de l'intelligence artificielle pour dire « Oh mais c'est la machine, c'est un dommage collatéral », vous savez ce mot pudique pour parler des morts civiles, c'est un dommage collatéral. Ça deviendra une habitude et en fait, les civils ne seront plus protégés. La guerre juste, en tant que justifiée, pourrait disparaître. Donc ça, c'est inacceptable. Donc ne jamais franchir cette limite qui permettrait à la machine de devenir autonome dans la décision du tir. Quand je dis ne jamais franchir, je le mets au futur, parce qu'en fait, les SALA, les systèmes d'armes létales autonomes, aujourd'hui, on ne sait toujours pas s'ils existent. Et pourquoi est-ce qu'on ne sait pas s'ils existent ? Parce qu'à ce stade, il n'y a pas d'accord juridique sur la définition du SALA. Et tant qu'il n'y a pas de définition, vous ne pouvez pas dire « cette chose-là existe ». Vous avez bien sûr, certains suspects, certains modèles robotiques qui pourraient être englobés dans une future définition. Vous avez par exemple ce qu'on appelle le modèle Phalanx. C'est un système qui est monté sur les bateaux, qui détecte automatiquement les munitions et à partir d'un certain niveau de proximité, tire automatiquement, de façon autonome si vous voulez, sur la munition avant qu'elle n'ait eu le temps d'atteindre votre bateau et de vous couler. Donc il y a bien aujourd'hui des systèmes qui tirent de façon autonome, à la différence qu'aujourd'hui, ils visent des munitions, ou alors ils sont dans un périmètre extrêmement restreint, par exemple la frontière entre les deux Corées. Logiquement, on n'est pas censé franchir la frontière entre les deux Corées. Ça, c'est pour le robot Samsung, vous en avez peut-être déjà entendu parler, le SGR-1. Donc il existe aujourd'hui des systèmes qui, effectivement, ont des modes autonomes pour tirer. Le danger serait donc qu'on les laisse faire, qu'on les laisse tirer de manière autonome sur des humains. Donc on ne sait pas à ce stade si les SALA existent. Et en fait, quand on parle de l'intelligence artificielle,
Nous sommes vraiment dans la prospective. Beaucoup de choses sont au niveau de la recherche, mais fort heureusement ne sont pas encore déployées. Et donc il est temps de signaler les limites éthiques avant qu'il ne soit trop tard et avant qu'elles ne soient déployées. Parmi les propositions intéressantes à analyser de l'intelligence artificielle, vous avez peut-être entendu parler de la force de l'intelligence pour gagner au jeu. Vous connaissez Deep Blue. Deep Blue avait battu le russe Kasparov aux échecs. Ça, vous avez tous entendu parler. Et aujourd'hui, Deep Blue, eh bien, on l'appelle Watson, et il aide dans les diagnostics médicaux. Vous avez aussi le jeu de Go. Vous savez, le jeu de Go, c'est un jeu d'origine asiatique. Et AlphaGo a battu le joueur Lee Sedol, qui était le champion, l'équivalent, si vous voulez, pour le jeu de Go de Kasparov pour les échecs. Et donc AlphaGo a battu Lee Sedol. Il existe aujourd'hui une version meilleure encore d'AlphaGo, c'est AlphaGo 0. C'est un logiciel qui n'est même plus nourri de notre propre savoir humain. C'est un logiciel qui a appris de lui-même. C'est-à-dire qu'on ne lui a même plus donné notre savoir pour le programmer, on lui a simplement donné les règles du jeu, et à partir des règles du jeu, il est devenu imbattable, il a même battu l'intelligence artificielle qu'on avait nourrie avec notre propre savoir. Donc aujourd'hui, les seuls capables de battre la machine, c'est la machine. Ça devrait nous inquiéter un petit peu. Vous pourrez vous dire, voilà, ça ne concerne que les jeux de plateau, mais non. Prenez les jeux vidéo, regardez Dota 2, c'est un jeu vidéo, et vous avez aujourd'hui une intelligence artificielle qui est capable de battre les meilleurs joueurs sur Dota 2, donc même dans un environnement entièrement numérique avec plusieurs joueurs, plusieurs fonctions. Vous pourriez vous dire, oui, mais enfin bon, on peut toujours mentir, on s'en sortira à la guerre, on pourra toujours mentir. Vous voulez dire bluffer, comme au poker ? Ben, ça tombe bien, il existe aujourd'hui une intelligence artificielle capable de gagner aussi au poker. Donc aujourd'hui, vous ne pourrez même plus bluffer la machine, l'intelligence artificielle. De brillants ingénieurs ont eu l'idée d'apprendre à la machine à reconnaître les risques de nos bluffs. Ceci devrait nous dire qu'on ne devrait pas laisser la machine agir seule. Parce qu'à ce stade, cette fameuse intelligence artificielle qui joue au poker, elle s'appelle Libratus et elle vient d'être acquise par l'armée américaine. Donc aujourd'hui, l'armée américaine va utiliser une intelligence artificielle pour l'aider à prendre des décisions stratégiques. On va même au-delà du SALA, on va même au-delà de l'usage sur le terrain pour tuer quelqu'un. On va développer l'intelligence artificielle même pour nos relations stratégiques, nos réflexions géopolitiques. Quand vous pensez en plus quelles sont à ce stade les deux grandes nations qui maîtrisent l'intelligence artificielle, à savoir la Chine et l'Amérique, je vous invite à lire un livre écrit par Graham Allison qui s'appelle « Vers la guerre, la Chine et les États-Unis dans le piège de Thucydide ». C'est un livre assez intéressant qui dit que dans l'histoire, chaque fois qu'un pouvoir montant a fait peur à un pouvoir établi, eh bien, 13 fois sur 16 dans l'histoire, une guerre s'est déclenchée. Donc avant qu'une guerre n'arrive, il faudrait se demander, est-ce qu'il ne serait pas prudent de mettre des limites à l'autonomie de l'intelligence artificielle ? Est-ce qu'il ne serait pas prudent de réfléchir à la façon dont on programme l'intelligence artificielle ? Car enfin, l'intelligence artificielle, ce ne sont jamais que des programmes. Ça se copie un programme, ça se pirate un programme. Donc aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, la cyberguerre devient l'un des terrains majeurs de la guerre du futur. Donc nous devons vraiment réfléchir à tout ce que nous faisons, sachant que tout ce que nous faisons peut être piraté ou détourné. Pas par des bons, pas par des bonnes personnes. Vous pourriez vous dire, voilà, je veux gagner la guerre, donc je demande à acheter Libratus, je demande à l'intelligence artificielle
qui joue au poker, de me dire ce que je dois faire. Vous pourriez même aller encore plus loin, et c'est ce que certains ont fait. Vous auriez à ce point peu confiance à l'humain ou à ce point confiance à la machine à l'inverse, que vous diriez « je vais demander à la machine de conserver les codes d'activation de l'arme nucléaire. Je vais demander à l'intelligence artificielle de prendre la décision de lancer la bombe atomique. » Certains vont vous dire « D'accord, j'ai le choix entre une intelligence artificielle ou l'actuel président des États-Unis. Quel choix vais-je faire ?» C'est une vraie question qu'on peut se poser. En tous les cas, certains proposent aujourd'hui que la décision soit prise par une intelligence artificielle. Pourquoi ça ? Parce qu'aujourd'hui, il existe des systèmes de bombes atomiques beaucoup plus rapides qu'autrefois. Donc qui demandent une réponse encore plus rapide, au-delà de la capacité de réflexion, de réaction de l'humain. Mais sachant ce que je vous ai expliqué sur le piratage, il serait urgent de garder néanmoins toujours la main sur la machine. Parce qu'en fait, dans l'histoire, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé que nous soyons à ça d'une guerre nucléaire. Je vais vous raconter l'histoire d'un Russe qui a empêché la Troisième Guerre mondiale. Un Russe qui a empêché la guerre froide d'éclater. Qu'est-il arrivé à ce brave Russe ? Il était de garde devant un système d'alarme censé reconnaître toute attaque américaine, de déclencher une riposte si jamais il y avait des bombes. Et voilà que le système se déclenche. Cet officier n'a que quelques secondes pour décider de lancer la riposte automatique. Il a douté. Il s'est dit, le signal ne distingue que 5 missiles, ça ne peut pas être une attaque américaine. Vous attaquez avec tous vos missiles en une seule fois ou vous n'attaquez pas en matière de stratégie nucléaire. Et donc le Russe a douté, il a ignoré tous les signaux qui clignotaient partout, et grâce à son doute, il n'a pas déclenché la riposte, qui était en fait inutile parce que la machine avait simplement fait une erreur. Elle avait confondu une réfraction des rayons du soleil sur des nuages, et donc avait erronément cru à une attaque américaine. Qu'est-ce que ceci nous enseigne ? Que si nous croyons aveuglément en la machine, nous risquons de la suivre dans ses erreurs. La bonne nouvelle, c'est que les erreurs de la machine, pour nous, sont très bêtes. Donc que nous pouvons les identifier facilement si nous faisons confiance. L'une des raisons pour lesquelles ce fameux Russe a douté, c'était parce qu'il était diplômé d'une école d'ingénieurs. Il savait qu'une machine, ce n'est qu'une machine. Et donc qu'elle peut faire des erreurs, qu'elle peut faire des bugs. La plus grosse erreur que nous puissions faire, c'est toujours de faire aveuglément confiance à la machine. La machine fera des erreurs. Elle est produite par nous. Et nous faisons des erreurs. Il ne faut pas croire que ce que nous allons produire sera meilleur que nous. Elle sera meilleure pour calculer, elle réagira plus vite. Mais pour autant, l'intelligence artificielle n'est pas un dieu. L'intelligence artificielle n'a rien de magique. Soyons conscients que nous devons rester responsables de ce que nous faisons avec la machine, de ce que nous lui demandons. Je voudrais en conclusion vous faire réfléchir au métier de soldat, au métier de militaire, car enfin, si on suppose que l'intelligence artificielle puisse lancer des armes atomiques, puisse déclencher un tir, autant de choses que je déconseille fortement, c'est en fait parce qu'on pense que le militaire n'est qu'une brute, que le militaire ne serait pas capable de respecter l'éthique, qu'en fait,
la guerre, et c'est vrai, n'est pas quelque chose de propre, que la guerre serait beaucoup plus chirurgicale avec la technologie. Ce n'est pas vrai. Un soldat, ce n'est pas une machine à tuer. Ça ne doit pas devenir une machine à tuer. Qu'est-ce qu'on demande à un soldat dans une nation démocratique? On ne lui demande pas d'être équivalent à Terminator. On lui demande d'agir en conformité avec des valeurs démocratiques. C'est terriblement exigeant. Mais c'est une condition avant tout pour eux, pour préserver leur propre psychologie. Vous connaissez le syndrome de stress post-traumatique. Ça n'est pas anodin. C'est lié en partie à un franchissement des limites éthiques. Voir des gens mourir en permanence à un moment donné, l'être humain n'est pas fait pour ça. Et donc, se battre comme des humains, en tant qu'humains, maîtriser ce qu'on produit, y compris la technologie, y compris la machine, c'est ça l'enjeu humain, c'est ça l'enjeu éthique. Quand on emploie la machine, il faut rester humain, car qui pourra répondre des actes, qui, dans le futur, au moment où il y aura la paix, pourra faire cette paix, pourra discuter, ce sera toujours l'humain. Merci.